Les gros deals, c'est plutôt 200, 250, 300. Et puis j'aimerais bien que demain soit un demi-million. C'était vraiment un step. On avait Ouais. pété un champagne dans un coworking, Ouais. on avait fait nimp. Plus bas des bureaux, c'était la Warzone, quoi. Ouais, c'est ça. C'était là Ok. où on préparait tous les trucs, on revoyait. T'as Ouais, je vois. des créas qui faisaient des vidéos, t'avais les commerciaux qui finissaient les slides. Enfin, tu vois, c'est Ouais, ultra ça stimulant. bouillonne, quoi. En un an et demi, avec Ouais. toutes les prêts qu'on m'a faites, c'est la meilleure que j'ai vue. Profil type de la génération Z, c'est typiquement une erreur que peuvent faire les annonceurs et tu te retrouves avec des pubs où en fait c'est salut les jeunes, enfin tu vois des trucs, Ouais. j'avais même pas encaissé 5 000 euros tu vois sur l'auto-entreprise, on était déjà Ah, ça convaincus allait vite. que Mhm. ça allait prendre Ouais. en fait. Où je pars de rien et je construis quelque chose de fou. Et j'ai envie que plus tard, les gens se disent ok, il est parti vraiment du stade 0 et il a construit ça. Et le ça, c'est ce qui m'inspire parce que je dois l'écrire tous les jours. Bonjour et bienvenue sur Mecha Stories. Je suis Alexandre Tellier, cofondateur de l'agence Mecha, une agence Webflow spécialisée dans l'acquisition et le CRO. Et ce podcast a pour but de documenter ma quête vers le million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous êtes sur le premier podcast hors série dans lequel j'invite 2 personnes pour me parler de leur aventure entrepreneuriale. Antoine et Adrien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Slick. Slick, c'est l'agence TikTok française la plus connue. Vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et vous avez bossé avec de nombreuses grandes marques comme Fitness Park, Fruits, Pâté, L'Oréal. Et aujourd'hui, Slick, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 15 collaborateurs. Les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez me parler de la création de Slick et comment ça s'est passé le tout début? Eh ben, tout d'abord, merci de nous inviter. Avec C'est plaisir. cool. Pour la petite histoire, on a déjà bossé ensemble, C'est notamment sur un site qui était trop beau. Je crois qu'il est encore en ligne, hein. Je sais pas parce que comme l'événement est terminé, je crois qu'on l'a coupé. Ah ouais, putain, bref, très très cool le site, donc je recommande déjà. Ouais, Slick, on s'est lancé, avec Antoine, on s'est rencontrés en 2020, on s'est rencontrés sur TikTok. Donc Antoine faisait des TikTok où il parlait de sociologie, de philosophie, il vulgarisait les sujets. Moi, je faisais un peu pareil, mais plus niche success stories et argent. Et on se rencontrait sur un événement particulier ou comme ça? Vraiment la plateforme TikTok. En DM quoi. On se connaissait pas du tout. Et un jour, on est rentré en contact parce qu'à l'époque, il y avait, je sais pas, il y avait quoi, 10 créateurs qui faisaient ce genre de contenu. Ouais. Et on s'est dit, ok, on est jeunes, on fait le même type de contenu, on a l'air d'avoir un peu la même mentale, on va se donner de la force. Et donc de là, on a créé, anciennement avec notre associé Hugo, un petit groupe WhatsApp. Et l'objectif au début, c'était juste de, tu vois, comme des créateurs qui se rencontrent, de faire des featuring, de se donner de la force, de se donner des idées, Ouais. etc. Et en fait, un soir, on s'est appelé et c'était en 2020. Hein. Pour remettre dans le contexte, à l'époque, Sortie de TikTok, Covid. hein, Sortie de Covid en Ouais. plus. Ou en sortie plein de pendant, non Covid. Je sais plus. En octobre 2020 on a commencé Ouais. à publier, on s'est rencontrés en novembre 2020. Ok. Et l'appel, d'ailleurs, j'ai retrouvé un screen, Antoine. L'appel, c'était le 24 octobre Ouais donc c'est ça. 2020. Ouais. Donc sortie de Covid, TikTok, c'est encore vu comme le réseau social des petites filles qui dansent, le réseau un peu débile. Sauf que nous, en fait, on se rend compte qu'en faisant du contenu intelligent, ça marche et ça fait beaucoup de vues. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'on a les codes parce qu'on parle de choses qui sont pas ultra divertissantes, mais on arrive à faire des vues. Pardon. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on part du postulat qu'il y a des millions de vues sur TikTok, mais il n'y a aucune marque. Et là, du coup, on se dit, OK, on connaît la plateforme, on sait faire des vidéos, Ok. on va proposer nos services à des marques. Ok. Et du coup, donc ça c'est vraiment l'origine de Slick. Et après, comment ça s'est structuré un peu? Comment vous vous êtes rendu compte que là, je peux vendre un contrat pour faire de l'influence sur TikTok? Ça a été quoi les premiers défis majeurs de la structuration de Slick? Parce que là, on est à une période où ça s'appelle même pas Slick. Vous avez juste un groupe WhatsApp. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Au début, tu commences un peu comme un collectif de freelance. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'avais déjà mon auto-entreprise. Et donc, on a commencé. Enfin, déjà, on s'est dit qu'on voulait créer une agence. Et on s'est dit, faut aller sur le marché le plus vite possible. Donc, on a commencé à contacter des marques et à leur proposer ce qu'on savait déjà faire de mieux, c'est-à-dire créer du contenu organique
et faire en sorte que ce contenu fasse plusieurs centaines de milliers de vues. Ok. Donc ça, c'est notre offre de base. Donc voilà, produire du contenu, lancer le compte des marques. Donc on a commencé sur mon auto-entreprise à facturer et à signer nos premiers clients. Et pour te dire, ça allait ultra vite parce que tu vois, dès le mois de décembre, janvier 2021, donc ça faisait 2-3 mois qu'on se connaissait et qu'on avait commencé à bosser ensemble, on avait déjà pas mal de clients, en tout cas qu'on avait signé, et on s'est dit, ok, il faut qu'on crée la société Slick. Ok. Donc en fait, on n'avait même pas encaissé 5 000 euros, tu vois, sur l'auto-entreprise, on était déjà Ah, ça allait convaincus vite. ouais, que Mhm. ça allait prendre en Ouais. fait. Il y avait vraiment un truc où ça allait de plus en plus vite. Dès le mois de février 2021, il y avait Levis qui nous contacte pour gérer une campagne d'influence. Tu vois, c'est la première qu'on fera du coup à ce moment-là. Et donc voilà, ça allait très très vite. On s'est Ok. dit, il faut la société. Il faut du coup trouver le nom qu'on a trouvé Slick Ouais. et avoir une activité d'agence et voilà, structurer ça. Donc très rapidement, on s'est entouré de potes qu'on avait chacun de notre côté qui ont commencé à bosser pour nous en stage, en alternance, en freelance. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, avec toujours cette idée voilà, d'être leader du marché, d'être moteur, d'être toujours sur les nouveaux sujets. Quand TikTok Ad a commencé à se développer, on a été parmi les premiers à être accrédités TikTok Marketing Partners, à maîtriser vraiment TikTok Ads. Donc voilà, on a toujours été ultra innovants sur ces sujets. Ok. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu à peu près la confirmation que c'était le moment de se lancer sur TikTok? Parce qu'il faut quand même avoir des couilles pour se lancer sur TikTok, enfin se nicher à ce moment-là sur TikTok. Sachant que même TikTok, je crois, à l'époque, il faisait payer, je crois que c'était 5 euros si tu partageais, Ah ouais? si tu parrainais quelqu'un, je crois. Je me souviens d'être au Ok. bar et de parrainer mes potes et je gagnais 15 euros grâce à TikTok, quoi. Putain, c'est ouf ça, j'étais Ouais. même pas au courant. Moi non plus. Ok. Mais il faut avoir Mais, des couilles quand même pour se lancer sur en TikTok, perso ouais. ou lancer une agence Non, TikTok? lancer une agence 100% TikTok. En tout cas. Pour te dire, carrément, à l'époque, ça n'existait pas. Le terme agence TikTok, tu Ouais. tapais sur Google ou n'importe où, ça n'existait pas. Et souvent, on dit qu'il faut aller sur des marchés qui existent déjà parce qu'il y a de la concurrence, donc il y a de la demande, etc. Nous, peut-être aussi parce qu'on était jeunes et qu'on réfléchissait pas comme ça, Ouais. qu'on était plus insouciants, on n'a pas réfléchi. En fait, on voyait que ça faisait sens. Selon nous, on a suivi notre instinct, en Vous fait, avez tout juste simplement. fait et puis on voit après, quoi. Et en fait, derrière, il y a des dizaines et des dizaines d'agences TikTok qui sont nées. Ok. Et puis voilà. En fait, Ok. c'est comme quand tu surfes, tu prends la vague au début, tu as le bon timing, et ensuite la vague, elle gagne en maturité, puis ensuite elle se casse. Nous, on est vraiment arrivé au bon moment. Et ensuite, le challenge, c'est quand tu es sur une vague qui est sur une tendance, tu vois, c'est-à-dire que c'est les plateformes, il y a toujours une hype, et puis ensuite ça devient normal ou ça disparaît. C'est comment tu fais ensuite pour rebondir et aller sur autre chose, sur une vague peut-être plus grosse. C'est toujours un peu ça. Ok. Et comment vous avez fait du coup? Parce que là, vous avez délivré vos premiers contrats. En gros, vous avez signé, commencé à délivrer vos premiers contrats. Et après, comment on se renouvelle? Comment on va chercher du nouveau client? Comment Ouais. tu vas convaincre les gens? Ouais, bah déjà au sein de la vague TikTok, nous au début on était vraiment sur l'organique. Très rapidement on s'est étendu à l'influence qui a aussi gagné énormément en demande et sur la partie TikTok Ads. Donc on avait du coup un triptyque d'offres sur TikTok, organique, lancement de compte, influence et TikTok Ads. Et donc ensuite le but c'était vraiment de se référencer comme l'agence leader sur ce marché-là et capable d'accompagner les marques sur tous ces leviers. Donc on a vraiment été focus uniquement TikTok jusque fin 2022, même début 2023 où on a vraiment été uniquement sur ces leviers-là. Et ensuite on s'est rendu compte que au bout d'un moment ça devenait un peu une tendance de lancer son agence TikTok. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'étudiants, de jeunes qui lançaient leur agence TikTok, tu as des formateurs qui t'aidaient à lancer ton agence TikTok, etc. Tu as eu l'UGC qui arrivait. Et en fait, là où c'était une expertise de pointe, TikTok, c'est devenu en fait un peu quelque chose d'assez exécutant, un petit peu low cost, avec une image d'étudiant. Ouais. Et nous, on voulait justement au maximum s'éloigner de ça, sachant qu'on avait déjà atteint de la maturité sur le sujet. Donc là, l'enjeu ensuite, c'est s'attaquer à quelque chose de plus gros. Et justement, pour nous, actuellement, c'est connecter les marques à la nouvelle génération. Donc Ok. la génération Z qui est sur TikTok, mais qui est sur YouTube, qui est sur Twitch, et qui a des usages assez différents des précédentes générations. Ok. Je vois sur LinkedIn que dans ton titre, c'est mis expert Gen Z. Yes, Est-ce que tu peux exactement. expliquer ce terme ou pas? Ouais, complètement. Bah, l'expertise, il y a sur la description, tu as TikTok expert, donc ça c'est l'expertise initiale qu'on a. Et en fait, à l'époque, honnêtement, peu importe les demandes des marques, on répondait par il faut aller sur TikTok, tu vois. J'ai envie de faire plus de ventes, il faut aller sur TikTok. J'ai envie d'être connu, il faut aller sur TikTok. Et en fait, on se rend compte que la majorité des marques qu'on accompagne ont vraiment cet enjeu de toucher la génération Z. Génération Z, c'est en gros les personnes qui sont nées après 1997.
jusqu'à potentiellement 2010. Donc c'est vraiment la nouvelle génération, ça va Donc être... on est dedans, quoi. On est tous Voilà, des Gen Z. c'est ça. On est les doyens un peu de cette Ouais, génération-là, mais on est quand même un peu dedans. Et donc, c'est une génération qui va consommer énormément. Ça va être les principaux consommateurs dans les prochaines années. Et donc, en fait, maintenant, notre expertise, c'est de comprendre ces nouveaux usages, cette nouvelle façon de consommer. Ils consomment majoritairement en ligne, ils sont très engagés. Et donc, on propose du TikTok, mais pas que. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'usage, c'est pas j'utilise que TikTok. On le voit tous, on utilise TikTok, mais on utilise aussi YouTube devant notre télé ou quand on mange. On va regarder des lives sur Twitch à des moments spéciaux. Donc en fait, il y a vraiment une sorte de parcours omnicanal de cette nouvelle génération. Et donc les marques ont besoin d'experts pour comprendre ça, pour comment s'adresser à elles. Il va passer pour des boomers ou tu vois. Ouais. Et c'est quoi le profil type de cette nouvelle génération? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de TikTok un peu cringe au Ouais. tout début de TikTok où les marques commencent à s'y mettre et ça marchait pas du tout. Et c'est quoi un peu le profil type de cette génération? Et bien tu vois justement, un des trucs assez ouf, c'est qu'il n'y a pas vraiment de profil type en fait. C'est que cette nouvelle génération-là, elle a vraiment plein d'identités. Elle a plein d'identités et c'est ce qu'on voit sur TikTok en fait. C'est-à-dire que tu prends chacun notre compte TikTok, on est sur des trucs qui sont radicalement différents. C'est peut-être à cause des algorithmes qui nous nichent en fait dans des trucs de plus en plus spécifiques, mais essayer de se dire c'est quoi le profil type de la génération Z, c'est typiquement une erreur que peuvent faire les annonceurs et tu te retrouves avec des pubs où en fait c'est salut les jeunes, enfin tu vois des trucs Des trucs de fou. des dingueries. Il y avait une pub de Noël qui avait fait une marque en 2021, c'était le daron de Noël. Non mais c'est terrible, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu vois donc bon voilà, c'est un peu ça. Donc justement le raisonnement c'est de pas essayer de catégoriser ou d'essayer de trouver quelque chose de général, mais vraiment de savoir précisément à qui on s'adresse. Mais pour vous, c'est bien parce que du coup, vous pouvez aller voir plusieurs clients et leur dire bon, on peut vous proposer ça. Enfin, ça vous permet aussi d'arriver avec plein d'idées à la fois, quoi. Ouais, et puis c'est une génération aussi qui a des codes, en fait, aujourd'hui, tu vas acheter un produit parce que c'est tel créateur qui l'a fait, parce que tu es attaché émotionnellement à ce créateur. Là où avant, tu allais acheter chez la marque la plus connue, la plus fiable, etc. Donc même dans la réflexion de l'achat, tout a changé. Et ça, c'est ultra important. Et maintenant, nous, notre métier, c'est de dire aux marques, OK, bah ça peut vous paraître fou, mais en fait, c'est comme ça que vous allez leur parler, que vous allez connecter, que vous allez vivre dans leur esprit, et in fine, qu'ils vont acheter votre marque, quoi. Ok. Et du coup, pour revenir un peu plus sur Slick, là, vous avez énormément de clients. Vous êtes rendu à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez ouf pour une agence. C'est un stade qui est un peu, comment dire, c'est un gros niveau, quoi. Et ça a été quoi les étapes pour en arriver jusqu'ici? Parce que je suppose que vous n'avez pas fait de 0 à 2, il y a eu plein d'étapes, Ouais. et il y a eu plein de choses. Est-ce que vous pouvez partager ça, rentrer un peu plus dans le détail? Ouais, ben, en fait, il y a eu plusieurs... Slick, ça a eu plusieurs vies, en fait. Et ça en aura encore plein d'autres. Mais disons qu'au début, c'était Antoine, Hugo et moi, et on se débrouillait tout seul. Très rapidement, on a commencé à s'entourer de personnes avec qui on pouvait bosser, qui comprenaient aussi la nouvelle génération, donc des jeunes, en fait, comme nous. Et donc, on s'est entouré de profils un peu couteau suisse. Et en fait, pour commencer à toucher à tout, à créer, c'était les profils parfaits. Donc je dirais qu'on a fait quoi? De 0 à 500 000 En un an, La on première a année, facturé, ouais. c'est Ça beau a quand même. facturé, ouais. Ouais, avec une équipe de 10 personnes, mais vraiment des touches à tout. Tu vois, le chef de projet Slick, typique, il faisait du sales, de la gestion de projet, de la créa, il touchait vraiment à tout. Là où aujourd'hui, cette année, Il a un vrai rôle de gestion de projet maintenant. il y a des personnes dédiées au sales, des personnes dédiées à la gestion de projet et des personnes dédiées à la créa et même des personnes dédiées à la production. Là où avant, ça c'était une seule personne. Donc en fait, tout ça, ça évolue et ce qui a marché de 0 à 5 ou de 0 à 1 ne marche pas de 1 à 2. Et ça, faut avoir, je pense que ça a été une de nos forces ou en tout cas une de nos chances. Ouais. Ça a été de savoir s'adapter et de savoir s'en rendre compte pour repousser à chaque fois les limites. Sinon, si on n'avait jamais changé et qu'on était resté sur nos acquis et nos pensées du début, nos réussites du début, je pense qu'on serait toujours à 500 000 et qu'on plafonnerait, quoi. Complètement, ouais. Donc en gros, vous êtes passé par plusieurs phases forcément de restructuration à tous les niveaux. Ouais, Donc toujours. il y a un gars dans la boîte chez Slick, ça fait 4 ans il est là et il a fait tous les postes, quoi. Ouais, il y en a, ouais. Il y en a. Ouais, exactement. Non, c'est ça qui est aussi pas facile, c'est c'est fou. que
Nous, en plus, vu qu'on n'avait pas d'expérience managériale avant, c'est pas comme si là, je devais remonter une boîte et on va dire que je l'optimiserais dès le début pour aller pour faire 2M, 3M, etc. Ah ouais. Bah, tu ferais, ou tu prépares, enfin rien que le truc par exemple de base, c'est au niveau des noms de postes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu as tendance à donner des noms de postes assez globaux, vu que tu es un mec, il fait 3 métiers différents en un. Et au final, quand à la fin tu lui dis, bon, bah maintenant tu es juste plus que chef de projet ou plus que sales, mais tu vas pouvoir aller en profondeur sur le sujet, tu dois changer le nom de poste, parfois les noms de poste n'étaient pas cohérents, etc. Donc tu vois, ça c'est juste un détail sur le naming qui en fait peut avoir un impact et les gens peuvent parfois être un peu perdus. Donc Sur ça les fait. responsabilités que les gens ont par rapport à C'est leur ça, poste. c'est ça, responsabilité. Puis ensuite, quand tu crées de la hiérarchie, où est-ce que tu la mets? Elle a fait 3 ans avec toi, cette personne, mais elle est peut-être toujours junior ou pas senior. Tu vois. Il y a aussi tous ces sujets-là. Et en fait, ça te demande de constamment faire tu vois, ce qu'on appelle de la conduite du changement, un peu, c'est de faire évoluer les process, communiquer aux équipes, ça, et de les faire adhérer surtout à ton projet, qui parfois peut même changer. Tu vois, la vision qu'on avait de Slick il y a 3 ans, qui était d'être l'agence leader dans l'expertise TikTok. Bon, voilà, on a atteint cet objectif. Maintenant, il faut quelque chose d'autre, tu vois. Il faut un nouveau drive. Sinon, les gens, ils disent, OK, on a fait le C'est quoi job. vos objectifs du coup maintenant? Bah, justement, maintenant, c'est plutôt d'être l'agence référente sur l'expertise Gen Z. Ok. Et donc, vraiment d'avoir une expertise d'agence créa, c'est-à-dire qui se limite plus uniquement à TikTok, mais qui est capable de penser des concepts qui vont au-delà de TikTok et parfois même au-delà du digital, ou alors peut être physique et digital en même temps. On a parlé des gens, des chiffres, mais je suppose qu'il y a eu à un moment des décisions que vous avez dû prendre qui sont quand même marquantes dans la boîte. Ouais. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a touché ou ou vous vous en rappelez? Bah, je pense qu'il y a eu le départ de Hugo de la boîte, Ok. qui était Oui, c'est vrai que notre vous étiez associé 3, ouais. fondateur, Ouais. et qui est maintenant un très bon ami avec qui on est en très bon terme. Mais on a construit ça à 3. Et en fait, quand tu pars de 0 à 3, tu te dis, dans aucun monde, il y en a un qui part. Et Hugo, du coup, a quitté Slick au bout d'1 an et demi. C'est ça, ouais, exactement, ouais. C'est Au dû bout à d'un quoi, an et un demi. désalignement ou Bah en fait, au début, on était tous un peu fous. On lançait le projet et on avait tous nos visions, tous nos envies. Et disons qu'à la fin, on n'était plus forcément alignés parce que on est passé on a lancé la boîte en fait full remote. On voyageait beaucoup la première année. C'était vraiment beaucoup de liberté sur tous les plans. Et en fait, au bout d'1 an et demi, on a pris des bureaux à Paris. On a commencé à avoir des équipes physiques, nos premiers CDI, etc. Et forcément, la vie parisienne, elle convient pas forcément à tout le monde. Ouais. Et voilà, donc c'est juste une question de vision. Et je pense que Hugo a fait le meilleur choix de sa vie parce qu'aujourd'hui, il est ultra heureux, ultra épanoui. Et puis je pense qu'il ne se serait pas plu Ouais, clairement. Ouais. ici. du coup là vous êtes que deux ou il y a d'autres personnes qui vous ont rejoint depuis? Est-ce que vous avez comment ça se passe maintenant? Là, il y a Mélane qui vient d'entrer là tout fraîchement. Il y a Ok. quoi? Il y a même pas un mois. Un mois, un truc comme ça. Et Mélane, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'elle est arrivée il y a plus de 2 ans et elle a commencé en chef de projet, donc un peu couteau suisse, et elle a fait Ouais. tous les postes jusqu'à maintenant, elle est à nos côtés, associée, elle fait partie de la direction. Donc voilà, elle a su s'adapter à toutes les vies de Slick. Ouais. C'est cool. Et aujourd'hui, on est 3, ouais. Ok. Vous avez pas mal de clients, on a cité des grandes marques. Est-ce qu'aujourd'hui vous ciblez des clients ou vous prenez un peu tout le monde? C'est quoi à peu près la typologie de clients, comment on bosse avec Slick? Nous, en fait, on veut travailler avec des clients sur lesquels on peut pas uniquement être exécutant, mais avoir une posture plutôt de consultant. Nous, c'est vraiment ce qu'on cherche et ce qui a fait qu'on a pu grandir, c'est qu'il y a des clients, tu vois, tu parlais de Fitness Park, qui nous ont fait confiance au début pour un petit scope, et qui ensuite nous ont permis d'aller sur des scopes plus grands et maintenant de les brancher, de les connecter sur des opportunités encore plus grosses. Donc nous, la typologie de clients qu'on a, sur les clients qui nous permettent de grossir avec eux, ça va être des clients qui ont souvent, je dirais, plus de 200 salariés. Ok. On est sur souvent des clients qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc on est sur du grand compte et ça nous permet d'avoir des budgets qui sont très intéressants pour pouvoir créer, pour pouvoir penser. Nous, on n'a vraiment pas cette volonté d'être on va dire d'être une agence très industrialisée où on est sur des plus petits budgets qu'on met à l'échelle. Nous, voilà, on a une quinzaine de clients, pas plus, qu'on accompagne à l'année et avec qui on peut justement construire des super OP et passer beaucoup de temps avec eux sur les projets. Ok, donc vous devez refuser beaucoup de projets qui arrivent dans le pipe. Ouais. Ah bah les petits, tu vois, tout ce qui va être e-commerce, etc. Même si c'était notre fonds de commerce au début de Slick, parce que tu vois, c'est des gens très entrepreneurs
voilà, qui aiment avoir des résultats. Maintenant, c'est pas suffisant en termes de budget et même en termes d'initiatives qu'on veut donner, nous, sur des projets qui vont pas forcément toujours avoir du ROI direct, mais qui peuvent avoir un gros impact sur l'audience. Donc oui, on refuse beaucoup de projets et on cible en revanche des marques avec qui on veut vraiment bosser aussi. Ok, c'est cool. On l'a dit en intro, vous êtes 15 aujourd'hui chez Ouais. Slick. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise particulière? On parlera des soirées juste après. Mais est-ce qu'il y a Ouais. une grosse culture d'entreprise? C'est quoi les valeurs et comment on bosse chez Slick? Justement, c'est tout le C'est sujet. c'est le gros sujet en ce moment. Ouais, c'est le gros sujet. Ok. En fait, comme on disait, on a eu plusieurs vies. Et en fait, on se rend compte que la culture aussi a plusieurs vies. Et la culture du départ, c'était vraiment pirate. Enfin, c'était vraiment le bordel. Mais bien, le bon bordel. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est différent. Parce qu'on n'est plus forcément aussi proche que ceux du début. Moi, au début, on avait recruté un de mes meilleurs amis d'enfance. Forcément, tu vois, les connexions sont pas pareilles qu'aujourd'hui. Donc, c'est tout le sujet. Je sais pas si Antoine, tu as des éléments pour parler Ouais. de la culture, vu qu'on l'a pas encore terminé. Ouais, bah là, on est en train de bosser dessus. Et tu vois, la culture, ça démarre de quelle vision tu as, quel est ton challenge et qu'est-ce qui va pousser ton équipe dans la même direction. Donc, la culture, elle sert vraiment à faire le lien entre la vision que tu vas avoir, là où tu veux aller, et l'exécution que tu as derrière, le plan d'action concret que tu as. C'est vraiment ce qui fait la jonction entre les deux. Donc, la culture, c'est un set de valeurs qui vont permettre aux personnes de bosser ensemble. Pour te dire un peu les éléments qui ont pu changer, au début de Slick, on avait un élément dans notre culture qui était de passer à l'action extrêmement vite, ce qui est la base de l'entrepreneuriat, et de mettre de côté tout ce qui va être process, ou tu vois, c'était vraiment quelque chose de très exploratoire, de très on va dans le chantier, tu vois, etc. Mais c'est pas très scalable, et quand tu te retrouves à avoir des plus gros enjeux, des plus gros clients, T'es obligé de c'est quelque chose qui processiser et fonctionne de pas. donner, Donc ouais. tu vois, maintenant on va avoir ce côté où on a justement plus de process qui nous permet de gagner en efficacité, parce que la phase exploratoire, on l'a faite, et maintenant on sait que là on a de la valeur, c'est ces sujets précis. Donc tu vois, tu as ces éléments-là qui viennent en compte, et voilà, à tous les niveaux. Ok. Et les soirées, ça fait partie de la culture aussi, forcément. J'ai fait celle au Pachamama, c'était vraiment ouf. Je te jure, j'avais vraiment l'impression d'être dans TikTok, mais dans l'application. Je tournais à droite, il y avait quelqu'un tourné à gauche. En Ouais. plus, c'était pendant la Starac, t'avais des gens de la Starac qui ouais, étaient éliminés exactement. pendant la semaine. Ça devrait être le teaser la prochaine fois où tu as une personne qui regarde son téléphone avec Ouais, l'after show de la bête soirée, d'idée. Ouais. Et et ça, qui il se sort. fait, et il se fait prendre dedans, et t'arrives dans la soirée et tu fais. Ah, putain, Mais c'est c'était génial. vraiment ça. Mais C'était Ouais. c'était vraiment une grosse soirée. Ça fait partie de la culture aussi, forcément. Ouais, ça fait partie. En fait, ça fait partie, je dirais, l'élément de la culture, c'est qui nous définit bien, c'est de pas avoir de limites et de surtout pas se dire c'est pas possible. Ouais. Nous, les soirées de créateurs, ça n'existait pas, ça n'existait tout simplement pas. Il y avait aucun rendez-vous qui réunissait autant de créateurs de contenu. Et nous, juste par notre volonté et notre ambition, on s'est dit on va le créer. Et du coup, la dernière soirée, oui, on en a fait 5, 6, 6, dont une cérémonie au théâtre du Châtelet. C'est des éléments forts de Slick. C'est ce qui nous fait vibrer aussi, de réunir les gens. Parce que dans ces soirées-là, il n'y a que des gens qu'on apprécie. Et c'est fou. Là, on a réuni 500 créateurs de contenu au Pachamama. C'était incroyable. C'est vraiment cool. Et je dirais que ça rejoint beaucoup la culture sur l'ambition, sur ne jamais partir du principe que c'est pas possible et de tenter les choses coûte que coûte. Et au final, en fait, on se rend compte que ça marche plutôt bien et celle-ci notamment plus que les autres. Ouais, parce que du coup, vous bossez forcément aussi étroitement avec les créateurs de contenu Tous les jours, ouais. tous les jours. Donc, c'est comment eux vous font confiance, entre guillemets, dans ce monde de business qui n'est pas forcément leur monde. Ouais, je pense que ce qui aide beaucoup déjà, c'est qu'on est public. Donc, on n'a rien à cacher. Si les gens veulent dire des choses sur nous, ils peuvent le faire. Voilà, bon, c'est jamais arrivé en 3 ans, donc tant mieux. Au-delà de ça, on a la chance d'avoir des clients assez exceptionnels. Donc forcément, quand on va voir un créateur et qu'on lui dit c'est pour L'Oréal, c'est pour Fitness Park, etc., c'est facile, ça crée directement de la confiance. Et au-delà de ça, il y a les soirées où ils nous rencontrent. On a plein de créateurs qui sont devenus des amis aujourd'hui. Et forcément, le monde est petit, en fait. Et on se connaît tous un petit peu. Donc forcément, c'est un tel de Slick. C'est un tel de Slick.
il y a une vraie relation avec eux et même avec les agences et les agents Ouais. qu'on a créé en 3 ans. Je pense que on a activé plus de 1000 créateurs, facile, en 3 ans. Et forcément, ça crée du Après, c'est lien. un milieu que vous connaissez bien de toute façon, parce que vous avez tous les deux 120 abonnés, 100 000 abonnés sur Un TikTok. peu quelque plus chose pour comme ça. Adrien, Ah, Moi, ouais. j'ai 120 000 abonnés de plus qu'Antoine. Il y a une petite guéguerre, non? Non, on a arrêté. Vous postez plus du tout aujourd'hui, c'est parce que c'est un manque de temps, c'est plus Ouais. l'envie, c'est... Bah, c'est un métier à part entière. Si Ouais. tu veux bien faire les choses, si tu veux aller au bout de ta créativité, c'est un métier. Faut pas prendre à la légère. Il y a beaucoup notamment d'entrepreneurs qui se disent je vais faire de la personal brand parce que ça marche. La réalité, c'est que si tu veux avoir des belles histoires à raconter, si tu veux avoir de la qualité, si tu veux te démarquer des autres, ça demande du temps. C'est de la production vidéo, in fine, ou de l'écriture, ou peu importe. Et c'est des productions qui sont incompressibles. Et ça demande du temps. Et nous, on l'avait plus à la fin. Ça fait partie je pense, un peu des choix difficiles qu'on a dû faire Ouais. parce que ça nous passionnait vraiment. Au Et quand on début. voit ce que les gars qui ont commencé en même temps que nous sont devenus, tu vois, c'est des mecs qui ont plusieurs millions d'abonnés, qui vivent de ça maintenant. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et je pense que ce qu'il faut, c'est. Enfin, quand on a des choix durs comme ça à faire, et ça nous arrive tous, c'est souvent là, justement, où on prend des caps et qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. Donc, Ouais, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez du coup que, par exemple, ce nombre d'abonnés, il a servi d'impulsion Ah oui, au tout début Complètement. de c'est sûr, bah, c'était grâce à ça, ouais. Vous arrivez avec du trust, en fait, Complètement. Mm. entre les marques. Complètement, ouais. Ouais. Et beaucoup d'autres influenceurs ont fait ce chemin-là parce qu'au début, tu avais une légitimité de dingue quand tu avais 100 000 abonnés sur TikTok. Tu allais voir n'importe quelle marque, Ouais. tu étais crédible, tu vois. Ouais. Euh, Après, ça demande un peu de structuration forcément dans l'offre, Ouais. etc. Et comment tu abordes Pour les scaler, ouais. marques. Ouais. Ok. Ouais. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés le plus avec les équipes? Parce qu'on sait le management, c'est vraiment un Ouais. autre métier que celui d'aller faire du Ouais. business, de faire des vidéos, Ouais. de faire de la création de contenu. C'est quoi les plus gros défis du management? Bah déjà, le management, c'est. Tu vois, pourquoi on fait du management? En vrai, c'est une bonne question. Parce que le management, on le fait parce que nous, la valeur qu'on produit, on l'a fait avec des gens. C'est que t'as des métiers où tu peux produire de la valeur sans personne. Tu vois, tu fais de la finance, tu fais de l'achat-revente, limite, tu peux le faire toi-même. Nous, on est obligé d'avoir des gens qui délivrent et qui produisent. Et donc, le management, ça permet justement à ces personnes de bosser ensemble et de bosser dans la même direction et de bosser bien en étant efficace. Et c'est vrai que nous, les challenges qu'on a eu, c'est qu'on est passé d'une équipe de personnes qui étaient dans notre cercle social, qu'on connaissait, les amis d'Adrien, mes amis qui ont formé à peu près les 8-10 personnes qui ont bossé avec nous au début, à une équipe ensuite d'alternants, même externes, qu'on connaissait pas, à une team de CDI et de profils... Attends, merde. Non, c'est bon. Let's go. Ah, punaise. On a un petit problème technique. C'est bon. Ça arrive. Le micro tombé, hein, voilà, pour s'il y en a qui sont en audio, Non, ça y est. ils ont dû pas comprendre. Peut-être qu'on va couper en vrai. Le truc qui tombe. Non, c'est bon, ça tient. C'est bon? Mais du coup, là, tu passes de cette équipe-là à une équipe ensuite de CDI et même à une équipe de gens plus seniors. Et donc, en fait, c'est ces sujets de comment tu te positionnes, toi, en tant que manager, toi, en tant que leader, pour être cohérent dans les décisions que tu prends, impliquer les personnes, leur laisser de l'autonomie, Ouais. mais leur mettre aussi du cadre. Donc, en fait, je pense que le management, il se fait vraiment en fonction de qui tu manages. Je pense que la variable principale, c'est qui est-ce que tu as en Vous face. n'avez pas un gros focus dessus, quoi. Vous êtes qui vous êtes et vous allez dans cette direction et ça se ressent sur les équipes sans vraiment mettre des ordres à droite à gauche, quoi. Ouais, nous, ça a été beaucoup impulsé par Antoine, notamment. C'était la culture de la confiance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans le micromanagement, à vérifier ce que les gens font. Des fois, ça nous a porté préjudice. Mais si on regarde sur toute l'histoire de Slick, on a gagné 9 fois sur 10 à faire confiance aux C'est une gens. belle stat. Et ça, c'est important. Et tu vois, on parlait de Gen Z tout à l'heure. Aujourd'hui, parce que nous, bon, voilà, l'équipe, c'est une moyenne d'âge à 25-26 ans. Ouais. Et on a des plus jeunes aussi, du coup. Il y a beaucoup cette recherche de confiance, d'autonomie. Et nous, on a eu je dirais le courage aujourd'hui de le mettre en place parce que c'est pas facile. Et je pense que
d'autres boîtes qui viennent voir comment ça fonctionne chez nous pourraient un peu halluciner. Ouais. Mais au final, ça porte ses fruits. Et tout ça, je pense que ça passe par 2 choses. La première, c'est faire les bons recrutements. Je sais qu'Antoine s'est beaucoup cassé les dents sur recruter des bons profils. Et aujourd'hui, franchement, on a vraiment des top personnes chez Slick. Avoir les bons recrutements, déjà, ça t'enlève 99% des problèmes. Et ensuite, c'est avoir une vision et une culture qui est forte et qui va faire en sorte que les gens n'ont pas besoin de te demander ce qu'ils doivent faire. Ils le savent, tout simplement. Ouais. Donc, je dirais recrutement et impulser une vision au sein des personnes qui te font confiance. Ça te règle 99% des problèmes du management. On parle de moyenne d'âge depuis tout à l'heure et de Gen Z. Est-ce que vous observez qu'il y a des méthodes de travail qui sont différentes et surtout des moods de travail? Par exemple, moi je sais que j'ai pas envie de travailler comme le faisaient mes parents dans le bureau tous les jours. Est-ce que ça vous le remarquez? Parce que du coup, vous avez pas mal de monde et forcément, il y a une moyenne d'âge qui est entre guillemets assez basse. Ouais. Mais il y a le TT déjà. Hein. Ouais. Le TT qui est la grande question. Pourquoi vous n'êtes pas resté en full TT? Nous, on n'est pas en full TT, on est en 3 jours en présentiel, 2 jours en TT. Au début, vous y étiez? Au début, Ouais. parce qu'on n'avait pas de bureau, tout simplement. Ouais, on avait un coworking. On s'est lancé de notre chambre. Ouais. Donc, Et vous aimez bien le bureau? et en fait, le bureau, ça apporte du cadre et ça apporte quelque chose qui est obligatoire. Il y a des boîtes qui le font. Théo Lyon le fait, full remote. Je pense qu'il faut être natif remote. Ouais. Je pense que c'est aussi une question de secteur, tu vois. Nous, on a vraiment... maintenant, on est une agence où on a beaucoup de brainstorm. En fait, on est une agence où on vend vraiment la création et nos idées. Et on se rend compte, tu vois, au début, on était full remote. Même j'avais fait un post LinkedIn où je disais on est une entreprise full remote, etc. 3 mois après, on avait des bureaux, tu vois. Mais on s'est... Je cherche la clivance. mais on se rend compte que nous, dans nos métiers créatifs, on a vraiment besoin de bosser ensemble, de se connaître, parce que la majorité du taf, c'est un chef de projet avec un créa qui vont bosser sur des scripts, c'est un chef de projet avec un commercial qui va réfléchir à des idées de reco pour le client. Donc il y a vraiment ce travail d'équipe. Et même en général, les relations humaines, il y a un moment, le digital les remplace pas, tu vois. Et ça, c'est clair. Et on s'en est rendu compte, toutes les belles histoires qu'on a créées et qu'on peut maintenant raconter, elles sont faites en physique. Okay. Les événements, c'était pas connecté sur... Tu vois, c'est des vrais événements physiques. Les clients avec qui on crée des relations, c'est pas derrière un écran, c'est on se voit, on fait des workshops, on va au resto ensemble, on fait des trucs ensemble. Donc le digital, ouais, parce que ça permet de gagner en efficacité, ça permet de réduire les coûts, mais tu créeras pas de relations humaines. Ou alors elles sont différentes. Parce que nous, je sais que sur la créa web, pour le coup, on est en 100% remote. Ouais. Et je me vois pas prendre des bureaux pour une boîte qui fait des sites internet et du CRO, tu vois. Parce que pour moi, ça me semble un peu différent. Après, vous, s'il y a de la réal, il y a peut-être du matos, il y a peut-être tout ça, il faut peut-être que les gens viennent les chercher. Toi, t'es full remote? Full remote. Okay. Et je compte pas prendre de bureau ou pas en reprendre tout de suite. Parce qu'on en a eu. Ouais. Je trouve que c'est une belle perte d'énergie. D'accord. Pour faire venir les gens, je trouve que ça demande trop d'énergie. Donc quand je recrute les gens, je leur dis c'est 100% remote, tu n'auras pas de bureau. Et tu filtres aussi une partie des gens et tu prends des gens qui sont dans la même mentale que toi déjà sur cet objectif-là. Tu as déjà eu des no-go sur ah non, moi il me faut des bureaux? Ouais, la semaine dernière. Ok. La semaine dernière, quelqu'un qui nous a dit non, moi je suis allé vers un grand groupe parce qu'aujourd'hui toutes les petites boîtes proposent du remote. J'aime bien 2-3 jours, mais j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de moi qui me drive. Ouais, c'est important. Mais tu vois, moi par exemple, si j'étais en CDI, tu me dis on est full remote, je te dis ciao. C'est vrai ? J'ai envie de faire partie d'un truc. Moi, je veux faire partie d'un collectif. C'est comme tu fais un sport, tu vas avec ton équipe, il y a des sessions, tu arrives à 18h et tu es avec les personnes, tu vois, et tu progresses ensemble. C'est pour ça que le remote comme un outil, en tout cas, si j'étais en CDI, ouais, pourquoi pas, juste le vendredi et tout. Franchement, il y a des tâches que tu peux faire vraiment quand tu es solo derrière ton écran, mais j'arriverais pas à faire partie d'une boîte en full remote, tu vois, c'est-à-dire que je serais dans ma chambre, quoi, ou je serais dans mon appart toute la journée. C'est un peu déprimant, tu vois. Ouais, je sais pas, je suis pas trop de cet avis-là, mais c'est... Je pense que ça dépend des personnalités de chacun. Ça dépend énormément des gens, puis peut-être du secteur d'activité aussi, c'est normal. Dernière question sur le management et sur les gens. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes passé d'une période où vous recrutiez dans votre réseau à vous, qu'il soit pro ou perso,
Et à un moment, vous êtes passé sur des profils que vous avez recrutés peut-être sur Internet ou en mettant des annonces. Ça a été quoi le shift? Et comment tu fais comprendre aux gens qui sont dans ton réseau que vous allez grossir et comment ça suit derrière? Ça a été quoi le parallèle entre les deux? Parce que je suppose que tu passes d'une boîte où, entre guillemets, vous êtes tous potes, vous connaissez tous, à une boîte où ça devient, entre guillemets, une entreprise. Bah, c'est plus la même histoire en fait. Nous, on a eu beaucoup de turnover à ce moment-là, justement. Et la raison, c'était les gars, je vous kiffe. Mais en fait, moi, j'étais venu pour l'aventure du début. Et maintenant, ça m'intéresse plus. Voilà. Et donc, il y a eu un gros shift dans les équipes. Et tout simplement, ça se fait assez naturellement. Mais les gens du début étaient là pour le 0 à 1, le rêve. Le bateau est au port et il part à l'aventure. Et après, une fois qu'ils ont découvert le premier trésor, eux, ce qui les faisait kiffer, c'était de partir du port. Donc ça a été ça, les gros changements. Ça a été dans l'équipe, on a eu pas mal de gens qui sont pas partis les mêmes pour profils. ça. En vrai, quand on regarde les profils qu'on a eu, on a eu des profils très entrepreneurs au début. Quasiment toutes les personnes qu'on a eues en CDI chez Slick ou qui sont venues vraiment au tout début pour bosser avec nous, sont maintenant freelance ou entrepreneurs ou ont leur boîte, tu vois. Donc il y avait vraiment ce truc où on avait des gens. Je pense qu'il y avait une appétence pour l'entrepreneuriat. En plus, ils ont kiffé ça et je pense qu'on les a inspirés avec notre parcours et maintenant ils font tout ça. Alors que les profils qu'on a maintenant, c'est des profils qui ont déjà plus d'expérience en CDI, qui ont eu l'occasion d'évoluer en CDI, qui ont plus de seniorité et qui se projettent plus dans cette voie-là sur une entreprise qui va avoir peut-être 20, 25, 30, 50 et plus salariés. Et ça fait la différence sur la délivrabilité client ou pas? Est-ce que ça professionnalise l'entreprise? En fait, nous, au début, on cherchait des profils couteau suisse, comme l'a dit Adrien. Donc, t'as pas besoin d'être excellent sur chacune des tâches, mais tu as besoin de comprendre cette tâche et d'être capable de l'exécuter. Alors que maintenant, on cherche des personnes excellentes sur une tâche. Donc, forcément, là où c'est plus pertinent, c'est que du coup, tu as des personnes excellentes pour chaque tâche. Le challenge que ça te crée, c'est comment je fais pour que le créa, le commercial, le chef de projet, le mec à la prod bossent ensemble. Et c'est pour ça que là, tu as besoin de mettre du process, tu as besoin justement de créer des workflows qui permettent à ces personnes de bosser. Donc, tu as ce nouveau challenge. Prenez tout le monde en CDI. C'est tout, vous avez que des CDI? Non. Vous bossez avec du freelance, il y a un peu tout le monde. On a pas mal de CDI. Je dirais que 60-70% de la boîte est en CDI. On a des alternants parce que, encore une fois, on s'adresse toujours à la Gen Z, donc c'est aussi les mieux placés. Nous, on a des alternants qui ont des idées de génie, qui ont des références de fou, qui sont parfois meilleurs que des directeurs marketing sur certains concepts, sur certains projets. Donc ça, c'est très précieux et nous, on aime avoir cette fraîcheur-là. Et on ne serait pas une agence Gen Z si on n'était que des gros boomers. Et après, freelance parce qu'on est dans un métier de production et le métier se veut flexible. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc, il y a un peu de tout. Cool. On l'a dit, vous voulez devenir l'agence numéro 1 expert Gen Z. C'est quoi l'ambition à court terme, l'ambition à long terme? Et comment vous allez arriver à cet objectif-là? Tu l'as dit, l'objectif là, le prochain gros objectif, c'est tu penses à acheter un téléphone, tu penses à Apple. Voilà. Et demain, si tu veux toucher la nouvelle génération, faire ta pub pour toucher la nouvelle génération, tu penses à Slick. Ça va être un travail qui va être assez long, qui va se faire sur potentiellement des années et qui va se faire par la qualité de ce qu'on produit. C'est pour ça qu'Antoine tout à l'heure a dit qu'on avait nos clients, c'est nos chouchous, et notre but, c'est de les faire rayonner au mieux. Et en fait, par notre travail et par la qualité de notre travail, on pourra le devenir. C'est pas nous qui allons nous élire agence numéro 1, agence référente, c'est les gens qui le diront et même qui le penseront, tu vois, c'est encore mieux. Donc ça va être le next step sur les prochaines années. Donc monter vraiment en gamme sur la qualité, vraiment devenir excellentissime sur ce qu'on délivre. Et ensuite, sur le long terme, ça c'est encore secret, mais
Mais on a des idées. C'est vrai. Ouais, mais Ouais, je pense que désolé. comme pas mal d'agences, tu vois, on a une vision assez forte. Ouais. Il y a ce côté on a envie de créer un empire, tu vois, on a envie de créer un groupe et de pouvoir avoir plusieurs activités qui permettent de répondre à des challenges encore plus grands. Là, je pense qu'on a déjà pas mal de boulot sur Slick, mais voilà, nous avec Adrien, on est des builders, on aime Ouais. construire, on aime voilà, construire des entreprises, construire des deals, et du coup, c'est une phase pour après qui Ouais, il y a une nous envie de plaira boîte aussi un peu beaucoup. plus tentaculaire où t'as un mec expert sur TikTok qui fait que son truc sur TikTok, un mec expert sur Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça, avec des fonctionnements de filiales. Ouais. Tu vois, nous, c'est vrai que quand on regarde l'activité qu'on a, on est quand même très tourné sur la creator economy, sur la Gen Z, sur le nouveau média. Donc, en fait, avoir un groupe sur ces sujets-là, c'est quelque chose qui est un peu dans le pipe. Ok, vous avez déjà un média? Non. Non? C'est une envie? Ouais, les Ouais. médias, c'est sympa. Ouais, c'est une vraie expertise. Pour le coup, c'est vrai que nous, on a eu quelques expériences dedans, mais c'est vrai que c'est une vraie expertise. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, les médias de demain, c'est les personnes qui l'incarnent aussi. C'est-à-dire que le lien avec la création de contenu, il est assez fort quand tu vois un Hugo Décrypte, le reach qu'il est capable d'avoir, et même sur n'importe quelle verticale, tu as des créateurs phares. En fait, le futur du média, c'est les créateurs de contenu. En vrai, ouais, c'est vrai que Mhm. j'en parlais ce midi avec ma copine ou même par exemple sur Vakita, t'as Hugo Clément, en fait, c'est Complètement. des incarnations de Ouais. médias. Ouais. Et vous, ça vous ferait pas kiffer, genre, de devenir l'incarnation d'un média, même le crayon d'ailleurs? C'est pareil, c'est un métier à part entière. Ouais. On le fera quand on aura le temps. Ouais. Là, pour l'instant, c'est vraiment focus Slick à 1000%. Et d'ailleurs, ça, c'est ça, c'est une des leçons qu'on a prises en 3 ans. Ouais. Et je pense que toi, ça va, t'es assez focus. En vrai, ceux qui bossent avec moi savent que pas trop. Ah ouais? Mais c'est que j'ai un peu, tu sais, le mood un peu autiste où vas-y, j'ai mon outil, j'ai mon Webflow et je digue dedans à fond. Ouais. Mais dans l'outil, je suis hyper défocus. Ouais. Ok, mais ça va, tu restes Webflow. Mais ça va, ouais. Nous, enfin, franchement, je crois qu'on a eu toutes les idées du monde. On a voulu lancer une formation, évidemment. On a voulu Ouais. lancer un média. On l'avait testé pendant un petit moment. On a fait les soirées. Bon, les soirées, pour le coup, elles ont Ouais. vraiment bien marché. Enfin, les événements de créateurs. On a lancé plein d'initiatives. Là, on avait un Management sujet. d'influenceurs. Management d'influenceurs. ça marche pas? Bah, Ça, c'est un en fait, métier aussi. En fait, tout marche. Je vais marche. te dire, même le média, il faisait des millions de vues. Bon, la formation, on l'a jamais sortie. Le management d'influenceurs, on a quand même fait pas mal de CA. Mais c'est des métiers à part entière. Et c'était surtout moi qui prenais ces sujets-là. Et en fait, ça faisait un déséquilibre dans l'agence où moi, du coup, parce que je lâchais pas l'agence, mais du coup, j'étais pas focus sur les projets qu'on lançait. Et en même temps, Antoine, il se retrouvait un peu solo sur l'agence. Et là, du coup, maintenant, on est revenu all-in all-in sur Slick. Et le but, c'est tout déchirer dessus. Et il n'y a qu'une manière de faire. Mais t'es obligé de passer par ces étapes de gros défocus où tu vas à un endroit à un autre et... Ouais, sinon, tu crois que c'est possible. Ouais. Sinon, tu crois que c'est possible. Et Quills, c'était un Kills des... aussi, putain. Kills, c'est vrai. C'était un- J'avais oublié. C'était quoi, ça pareil, c'était une idée qu'on a eue dans Dans le le jacuzzi d'Antoine. Et on s'est dit, putain, mais en fait, ce serait Maintenant, on plus prend des simple si on automatisait les campagnes d'influence. Ouais. Et du coup, on avait lancé un outil qui s'appelle Kills, qui mettait en relation les marques avec les créateurs de contenu, avec très peu de friction et très peu d'humains entre. C'était un SaaS, quoi. C'était un SaaS. Ok. Et ça, pareil, on l'a lancé. C'est parti à Station F. Ça a fait partie des Top 40 de Station top F. 40 de Station Ah, F. Ouais. On a intégré un incubateur, tout ça. Et puis voilà, on avait passé le flambeau, mais ouais, ça faisait partie Du des coup, vous l'avez projets. vendu, vous en avez fait quoi? C'est fermé? Non, ça existe toujours, mais bon, ça va. Ça C'est un peu vivote, moins ça actif. vivote, ouais. De toute façon, c'est ça au niveau d'une startup, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment une startup, c'est un Ouais. SaaS. C'est que au début, tu as les financements, donc tu cherches brûles ton du produit cash. market, tu brûles du cash. Et puis ensuite, c'est est-ce que tu arrives soit à choper des financements, soit à être rentable et à pouvoir payer une équipe. Ou alors là, voilà, on a un Kills qui sort quelques milliers d'euros par mois, tu vois, mais c'est pas suffisant pour payer une équipe. Tu peux à peine payer les fondateurs. Donc, donc ensuite, c'est voilà. Tu payes juste la tech et basta, quoi. Ou donc après, c'est faire tourner en automatique. Et dans ce cas-là, c'est une muse. Mais Mais pour quelques milliers d'euros comparé à 2 millions, ça vaut pas c'est le coup sûr, de- c'est ouais. sûr. Ouais. En fait, c'est tout. Et aujourd'hui, le ratio est encore plus fort. Aujourd'hui, on vient nous pitcher pas mal de projets qui marcheraient et qui sont intéressants. Et notre plus gros travail aujourd'hui, c'est de dire non parce que
faut mettre tous les efforts dans Slick et Ouais. que c'est grâce à Slick qu'on pourra demain lancer des initiatives, des projets, des propositions. Ok. Et ça, si tu le comprends pas, bah, tu peux faire 10 ans à tourner en rond et jamais faire évoluer ton projet principal, Ok. ni tes projets annexes. Bah, le nombre d'entrepreneurs qui sont défocus et qui lancent 1 milliard de projets à la minute, en vrai, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur, hein. C'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup plus de respect aujourd'hui pour les mecs qui sont focus à fond Ouais. et qui killent leur truc, même si leur truc est pas sexy du tout. Ouais. J'ai beaucoup plus de respect et d'estime pour les mecs qui font ça plutôt que pour les entrepreneurs qui soi-disant lancent tout, mais Ouais. qui dans les faits en fait Ouais. ne font Ouais. rien. Après, j'ai l'impression que vous êtes vachement l'expression skin in the game. Pour ceux qui ont vu l'épisode 8, vous savez que je suis en train de lire un bouquin là-dessus. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les épisodes, etc. Je fais des petits appels à l'action comme ça dans l'épisode. Et en gros, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Skin in the Game qui explique qu'il faut être vraiment dans l'action parce que sinon, ça a des conséquences à droite à gauche. J'ai l'impression que c'est vraiment votre cas et que c'est vraiment votre focus là en ce moment, enfin votre Ouais, grosse d'abord. valeur. Vous n'avez pas eu envie à un moment de vous prendre comme une bulle et de vous détacher, de regarder un peu le business d'en haut, voir comment ça se passe? Ça, il y a des mecs qui nous vendaient des trucs pour être pas dans le business, mais au-dessus du business. Tout ça, c'est un peu du bullshit. Ouais. À moins que tu aies une entreprise, justement, au bout d'un certain stade où tu as un directeur général qui reprend les fonctions, tu as une équipe qui est structurée, où là, tu peux prendre de la hauteur et aller et revenir un peu dans la posture que tu as au début, très exploratoire, où tu vas pouvoir lancer des projets. Mais si tu n'arrives pas à ce résultat-là, qui est déjà ultra dur à obtenir, tu peux pas... Alors, tu peux pas sortir, tu dois réussir à prendre de la hauteur tout en étant à l'intérieur, en comprenant tout ce qui se passe et en ayant un impact. Parce que en tant que leader, tu peux pas être au haut d'une tour et dire aux gens eh, hop, non, tu dois être dedans, tu dois être là et on y va ensemble. Et c'est super important pour l'équipe. Donc avant d'avoir les moyens de se payer un DG, t'es dans le business, mais aussi avec quand même de la hauteur en même temps, tu vois. Ouais, donc vous êtes là tous les jours, vous arrivez avant tout le monde, vous C'est partez ce qu'il après faut. tout le monde. Alors arriver avant tout le monde, j'ai Moi, un je peu le plus de fais. mal que rien. Alors moi j'arrive avant tout le monde, mais Antoine part après tout le monde. Ah si, je vois sur tes stories Insta, des fois tu mets des... Ça, c'est des stories, tu sais que c'est. Tu sais, je viens à 6h, je fais la story, je rentre chez Et il moi. rentre chez lui. Hein. Ça existe pas, Ah, ça. mais hein. c'est Je suis tout. crevé, moi, à 6h. Non, t'es un personal brand ou pas? Ah, Il y a dans la création de j'avais contenu, pas mon pensé, gars. j'avais pas pensé. Non, moi, j'arrive très tôt, mais Antoine part très tard. Ok, c'est quoi vos tâches au quotidien? Vos grosses tâches? Parce que vous êtes tous les deux cofondateurs, donc Ouais. vous partagez entre guillemets le rôle de CEO. Enfin, qui veut pas dire grand chose du coup le rôle de CEO, mais Ouais, vraiment, le rôle de la direction il est relativement partagé. On est à 50-50 sur Ouais. les décisions. Bon, maintenant, il y a Mélan, donc on est à 3. Mais en fait, on s'est vraiment réparti plutôt des tâches. Moi, j'ai pris très rapidement la partie plutôt la partie sales, commerciale. Ouais, vente. Et ensuite, j'ai pris vraiment spécifiquement dans le commercial le new business. On a Adrien qui est plutôt parti sur les opérations, les process à mettre en place, la partie création, la partie relation avec les influenceurs. Et là, il y a Mélan qui a pris la place dans le commercial sur les clients actuels. Ok. Donc la gestion du portefeuille client. Donc en fait, on se répartit chacun des expertises métiers basées sur des pôles. Et ensuite, on a évidemment notre rôle dans la direction générale. Donc on repasse en revue ensemble les chiffres financiers, les prévisionnels, les recrutements, le RH, etc. qu'on se partage entre nous. Ça s'est fait naturellement ou il y a un moment où vous êtes dit là, on fait. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ouais, non, Antoine, ça a été assez naturel parce qu'il a cet attrait-là. Il vient aussi des cabinets de conseil, donc dès le début, et ça a été une force, il comprenait très bien les enjeux des grosses marques. Donc ça s'est fait naturellement. Ouais. Comme un gros avantage. Ouais, De bien connaître les grosses marques dès le début pour s'adresser à elles convenablement. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, surtout quand tu es dans un marché qui évolue. Si tu standardises trop rapidement tes offres avec les packages, même on avait eu ces idées, est-ce qu'on fait le package gold, tu vois, à packager tes trucs. Ouais. Le problème, c'est que tu te retrouves avec les désavantages d'un SaaS et les désavantages d'une agence. Enfin, ça t'arrive pas à être suffisamment flexible. Nous, On y ce a qu'on s'est pensé dit, c'est, voilà, en fait, tu packages rien, mais même si en tête, tu as déjà là où tu veux rediriger le client, mais ça fait que l'approche que tu as avec le client, c'est de comprendre tout son besoin et de cadrer vers quelque chose qui est un peu plus packagé, mais pas de lui montrer en front direct ton package. Ouais. Donc, c'est des choses dans l'approche qui ont fait qu'on a été très vite très pertinent avec les gros clients. et moi, du coup, j'avais pris un peu plus les sujets innovation, donc aller chercher les opportes pour nous faire grossir. J'ai pris une casquette de créatif à une période où on avait besoin de monter en gamme sur la partie créa. Ok. Et là, dernièrement, j'ai pris les opérations, pareil, pour
avoir une meilleure renta pour délivrer les missions plus rapidement et de meilleure qualité. Donc voilà, mais à chaque fois, oui, on va pas mettre quelqu'un s'il n'y a pas de besoin. Ouais. Et je pense qu'on on est assez complet, on a cette chance-là. Donc on peut aussi changer. Bah, Antoine fait de la finance, du RH, du sales. Donc, J'ai repris l'office management. C'est vrai qu'à un moment, c'était Adrien qui Ouais, faisait tout l'office management, pareil. le côté admin, paiement. J'ai repris ça. Donc en vrai, on peut aussi. Ouais, vous partagez relativement bien C'est les ça. tâches. Mais du Et, coup, et je quand- pense il faut avoir cette flexibilité-là. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au Ouais. début, où en fait tes équipes du début ne sont pas tes équipes de la fin. Avoir cette flexibilité-là en tant que fondateur et ne pas se dire, OK, moi je suis bon là-dedans, je vais faire que ça, c'est ultra important parce que ta boîte, elle est tout le temps en mouvement. Et en fait, bah, un coup, tu vas devoir faire plus de RH, parce que même si ça te fait chier, parce qu'il y a un besoin. Un coup, tu vas devoir partir sur du sales à mort parce que tu as besoin de faire rentrer des sous. Et je pense que ça, c'est une grande capacité des grands entrepreneurs, des grands dirigeants, c'est de pouvoir un peu switcher comme ça. Ouais. C'est limite de la schizophrénie parce qu'en fait, Ouais. un jour, tu es sales, un jour, tu es RH, nanan. Et ça te permet en fait de grandir et bah, en fait, de toute façon, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Dès qu'il y a un manque, dès qu'il y a un besoin, tu vas et tu... Ouais. Et t'as un tu poste répares qui ça. évolue forcément aussi. Enfin, je suppose que vous êtes passé par tous les postes Ouais. pour plein de moments. Ah ouais, on a tout fait. Ouais, chef de projet aussi. Ouais, on a chef de projet, Qui est ouais, la base un complètement. peu de notre métier. Ouais. On a tout fait. C'est fou. Ok. On a vu plusieurs piliers. Le pilier marketing, entre guillemets. Mm. Le pilier opérationnel, qui est hyper important. Ouais. Sinon, parce que sinon, les Qui est le clients plus sont pas important délivrés. dans une agence. Le plus important. Il y a le pilier sales aussi. Mm. C'est toi qui t'en occupes. Ouais. C'est quoi votre gros canal d'acquisition aujourd'hui? Nous, initialement, moi j'avais fait un stage dans une boîte spécialisée dans le content marketing et plus spécialement dans l'inbound marketing. Ok. Et donc en fait, dès le début, j'ai dit aux gars, ok, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une machine à inbound et c'est les clients qui viendront vers nous. Donc très rapidement, publication sur LinkedIn, on a tous les trois commencé à publier, articles de blog, enfin site internet du coup optimisé pour la conversion, articles de blog, e-book, et en fait on s'est référencé premier quand tu tapes agence TikTok sur tous les mots-clés Ah, ça allait vite. Hein. Ouais. dès le début. Bah, et ça là, n'existait pas. et là, le Sans site, mots-clés. en un an, le site, il faisait 20 000 visites. Ah oui, quand même. Il envoyait un max de trafic, un max de demandes. Donc Ouais. en fait, ouais, les 2 premières années, juste de l'inbound. Et ensuite, il y a un moment où tu es obligé de mettre la prospection parce que tu chasses. Parce qu'il y a certaines marques que tu veux, parce qu'il y a des marques où il faut que tu accélères un peu le changement. Donc il faut avoir une démarche plus active de ta part. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place. Donc j'ai pris en place ces chantiers plutôt de prospection ou de chasse ou d'account-based marketing. En gros, c'est quand tu as une entreprise que tu veux cibler et tu essayes de rentrer un peu par tous les côtés en produisant du contenu, etc. Donc c'est ce qu'on met en place là. Et puis voilà. T'as une vision hyper guerrière des sales, non? Ou Moi, pour j'ai- rentrer, pour attaquer tous les côtés. Même Ouais. de la vie, hein. Ouais. Même de la vie en général, il a une Un peu- vision un peu très guerrière. pirate, Ouais. Un peu pire, ouais. Il Très attaque sur le soldat. bateau de l'autre. c'est ça? Exactement, c'est Ouais. ça. Il faut choper le trésor le plus gros. Non, mais j'aime beaucoup construire des gros deals et je pense que c'est ce que j'ai apporté à Six, c'est que j'aime faire des gros OP, construire des gros deals. Et ça, c'est un peu notre challenge. Au début, les gros deals qu'on faisait, c'était quand on allait sur du 20, 30, 40K. C'était gros. Maintenant, les gros deals, c'est plutôt 200, 250, 300. Et puis j'aimerais bien que demain ce soit un demi-million. Ok. Et ça, par contre, ça me fait vibrer. Ouais. Ok. Ça m'étonne pas forcément. C'est des beaux chiffres. Hein. C'est assez ouf. Du coup, vous êtes en train de mettre en place une équipe sales ou elle est déjà en place ou Alors, comment ça se passe sur le sales en agence, tu as toujours 2 équipes. Tu vas avoir une équipe qui gère le portefeuille client. Donc, tu as des directeurs de clientèle, des account managers qui gèrent les comptes et donc qui vont superviser la gestion de projet et qui vont surtout fidéliser le client, s'assurer de ta satisfaction et faire les upsells aussi parce que le but du client, c'est ensuite la lifetime value. Et à côté, tu as une équipe new business qui là va plutôt être sur la prospection, la qualification des leads et tout ce qui va être appel d'offres. Nous, on est dans un marché maintenant d'appel d'offres, c'est-à-dire que les gros deals viennent en appel d'offres, on en compète, on a des équipes qui sont 100% sur des appels d'offres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, en tout cas on les facture pas. Donc voilà, c'est vraiment une organisation particulière, même dans ta rentabilité, de gérer ces équipes-là. Et donc voilà, on a une responsable new business et une créative qui sont à 100% sur le new business.
Vous avez déjà perdu des appels d'offres, vous en avez gagné, ça se passe comment? C'est quoi N'en le- parle pas, c'est trop tôt. C'est vrai, Ça fait mal encore. On ça vient- fait on mal. vient d'en- on vient- ça fait mal à ce point-là. On est arrivé deuxième Ouais. là sur un énorme appel d'offres, Ouais. peut-être sur le compte référence Ouais, le plus gros compte. de TikTok. Et on est arrivé deuxième. Ouais. Que On contre est- des grosses agences. Mais on a livré une bataille Ouais. de malades. De malades. Les équipes elles sont trop chauffées. Ouais. On était tous investis. Enfin, toute la boîte était vraiment dans cet appel d'offres. Et je dirais qu'on n'a pas tout perdu Ouais. parce qu'on a vraiment gagné. Je sais pas. En Franchement, esprit d'équipe. En fait, c'est esprit dans les d'équipe, ouais. difficultés. En fait, ce qui importe, c'est pas tant le résultat, c'est ce que tu vis. Et c'est vraiment dans les difficultés, dans ces phases ultra challengeantes que les liens se créent dans l'équipe. Et tu vois, c'est là où l'avantage des bureaux, il se ressent. Ouais. C'est qu'on était tous dans le bureau, on devait rendre, on avait la restitution le jeudi. Dès le lundi, on a commencé à faire des vidéos, on a produit des maquettes, on a fait des brainstorms, on a revu, on a fait des points d'équipe. Et en fait, les bureaux, les tâches du bas des bureaux, c'était la warzone, quoi. Ouais, c'est ça. C'était là Ok. où on préparait tous les trucs, on revoyait, t'as Ouais, je vois. des créas qui faisaient des vidéos, t'avais les commerciaux qui finissaient les slides. Enfin, tu vois, c'est Ouais, ultra ça stimulant. bouillonne, quoi. Il y a- Exactement. Ouais, ok. Donc, ouais, celui-là, on l'a. Je crois que c'est celui qui nous a le Ouais. plus Ouais. marqué. Forcément, Ouais, c'est un coup. Mais en plus. l'année Ouais. prochaine, on le gagne, c'est mort. C'est sûr. c'est sûr. C'est On fait obligé. le projet, là, le note. T'inquiète. Forcément, c'est un coup en plus, tout ça, c'est. Bah, c'est un coup humain et en Ouais. temps, mais derrière, si tu gagnes, Ouais. c'est incroyable. C'est un très gros budget. Ouais. C'était un gros budget. Et ces appels d'offres là, ils se trouvent comment? Il y a un endroit pour ça ou c'est vraiment les gens qui viennent vous voir et ils disent bon, bah. Offrez-moi le. Bouche la à oreille, meilleure beaucoup. solution. Hein. Bah, Ouais. c'est là où, en effet, où la Ouais. qualité de ce que tu délivres est important parce que ça permet le bouche à oreille. Ouais. C'est là où, on va dire, ce que l'agence dégage en termes de valeur, en termes d'image est important. Et en fait, c'est vrai que ce qui est assez technique avec les appels d'offres, c'est que ça tombe un peu du ciel, tu vois. C'est-à-dire que c'est rare que tu appelles un client en prospe et qui dit « Ah bah tiens, je vais te mettre sur mon prochain appel d'offres. » Ah non, tu vois, c'est le client te connaît, on lui a reco, etc. Donc ouais, les appels d'offres, c'est vraiment un truc un peu mystique, en vrai, qu'on a découvert comme ça au cours de la fin de l'année 2023. Vous en avez fait combien là? Bah en fait, nous, on va dire que tu as deux types d'appels d'offres. Tu as les compètes, c'est peut-être ce que tu connais aussi, c'est on te dit, ah bah, j'ai demandé à telle Ouais. autre agence Mm. et tu as un rendu, mais c'est pas structuré. Mm. Et tu as le vrai appel d'offres d'agence, nous, sur lesquels on est maintenant, où tu as vraiment un brief, donc un PDF de 7-8 pages avec une date de rendu. Tu vois, c'est très cadré, c'est très normé Mm. dans les plus grosses entreprises. Et là, en effet, dans les rendus que tu dois faire, tu dois vraiment pondre des slides, faire des maquettes, etc. Et nous, depuis le début des gros appels d'offres comme ça, je dirais, là, depuis fin 2023, peut-être 5. Ok. Peut-être 4-5. Des gros comme ça. Ouais. Taux de Ouais. victoire à combien? Bonne question. J'ai pas analysé sur ces gros appels d'offres là. Ok. Nous, on analyse le taux de victoire, je dirais, sur Ouais. tous les types de compètes, appels d'offres Ouais. qu'on a. Puis les gros, c'est peut-être un peu du kiff aussi, ou de se dire. essayer Au moins début, d'en t'es un peu avoir hors de un, ta deux. ligue. Ouais. T'es clairement hors de ta ligue, t'es challenger en fait. C'est un peu Ok. ça le truc, c'est Ouais, qu'on c'est ça. nous, les appels d'offres dont Adrien te parlait, on était vraiment contre des agences, ils étaient 40, 50, 60, des cases de fous furieux. C'est des très grosses agences. Ouais. Nous, putain, on est 15, quoi. Tu vois, on est challenger de fou. Ouais, t'es dans Et- 300, quoi. Mais On a tout à exactement. gagner, Non, mais on a rien à tout perdre. gagner, on n'a rien à perdre. Et c'est fou, tu vois, d'arriver deuxième là-dessus. Ensuite, tu fais un débrief. Forcément, la personne passe un peu plus de temps à t'expliquer ce qui s'est passé. Et c'est assez fou. Et ça te permet d'être meilleur. Moi, tu vois, j'ai un client là en compète, donc qui travaille avec toutes les plus grosses agences qu'on connaît. On lui a fait la presse et il nous a dit, les gars, en 1 an et demi, avec Ouais. toutes les prêses qu'on m'a faites, c'est la meilleure que j'ai vue. Et Ouais, en fait, plaisir, ça, quand tu le reçois, c'est Ouais, on a incroyable. déjà- ouais, c'est c'est cool. incroyable. Mais en fait, tout ça, c'est pas du entre guillemets du hasard. C'est parce que on s'est mangé des murs, on s'est mangé des explications de pourquoi on vous choisit pas, Ouais. qui nous ont permis de nous améliorer par la suite et qui au final nous permettent de faire des briefs, des pitchs encore Ouais. meilleurs. Et ça, c'est trop précieux. Quand un client te dit Ouais. pourquoi il t'a pas choisi, en toute C'est honnêteté, incroyable, hein. ça a une valeur de ouf parce que si tu appliques vraiment ce qu'il te dit, Ouais. les prochaines fois, ça t'augmente tes chances de closing de fou. Nous, des fois, c'est un peu rude, des fois, sur des compètes comme ça, où on a juste des. Bah non, finalement, on est parti Ouais. avec machin, où bah, t'essaies de rappeler le client coûte que coûte, Ouais. pour avoir une réponse. Tu le de rappelles pourquoi il est 2-3 parti. mois Ouais, après c'est et ça. tu dis est-ce que t'es sûr Je suis là, là ça se passe bien avec. Ouais. J'ai vu un petit bug là sur la barre de navigation. Sur la LP, ça se passe bien. Ok.
Ah, c'est cool. Ouais. Et question personal brand, j'ai vu que tu t'étais remis à poster sur LinkedIn il y a Ouais. genre Il se un fait mois. remarquer. Ouais, t'as vu ça. Allez Reels suivre aussi. Antoine Je te vois tous les Godefroy matins. sur LinkedIn. Ouais, tous les matins. Deux fois Reels, par je sais pas, semaine. comme je supprime Insta, je vois Ouais. pas, mais je regarderai. C'est à quel point c'est important pour toi de poster sur LinkedIn et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est que Ouais. du kiff, montrer ce que tu fais? Ouais, Ou ouais, est-ce ouais, qu'il y a un ouais. vrai objectif derrière? Bah, en vrai, au début, quand j'ai commencé à. Moi, j'ai commencé LinkedIn il y a 6 ans, donc quand je suis arrivé en première année d'école de commerce, juste pour Quand le délire. personne faisait Avec- Avec, LinkedIn avec avec avant, ton quoi. premier post, Avec mon premier post. qui était Ouais, mais je vais pas le dire. Allez, on veut les. J'ai eu le bac S, mention. génial. Juste ça. Un sup. Pas d'explication. Un sup. Je Même il y a testais. 6 ans, il avait même pas Non, mis mais de j'étais cher un réseau. Il était juste venu poser son flex. Mais, Quelle mention? Très bien. C'est- Insupportable, mec. Aujourd'hui, mais, le mec, mais voilà, tu vois. Donc, quand on a lancé Slick, il y avait vraiment une optique un peu de ROI. Donc, montrer l'expertise TikTok. On est les premiers sur TikTok. On affichait tous les clients qu'on avait. Même le client faisait une petite presta. On affichait le nom, le logo, le machin. Donc, il y avait vraiment ce game-là. Tu vois, ce game de flexer un peu. J'ai fait un post où j'appelais ça un peu la stratégie nouveau riche, tu vois. Ouais. C'était plutôt en mode d'afficher un peu les succès, toutes les victoires que tu as. Et du coup, ça m'a un peu gavé au bout d'un moment quand j'ai vu que ça apportait pas plus de valeur que ça au bout d'un certain stade et ça Ouais. représentait plus forcément ce qu'on essayait de construire et même les challenges qu'on traversait. Et j'ai arrêté de publier pendant 6 mois. Mm. 6 mois, j'ai arrêté, je me suis éloigné de LinkedIn, je publiais pas trop, je savais pas quelle valeur à compter et on était tellement focus sur tu vois, nos challenges en interne. T'étais dans le tunnel, quoi. Ouais, c'était un peu ça. En fait, on traversait des trucs où, tu vois, on avait les recrutements, on avait le turnover dont Adrien t'a parlé, remettre en place la culture. Enfin, tu vois, c'était vraiment beaucoup de choses et je me voyais mal prendre la parole et dire, d'ailleurs, on a gagné une nouvelle marque, Ouais. machin, etc. Je Alors préfère que être derrière, discret, ça brûle, prêt à toi, ouais. let's go. Et donc là, j'ai repris depuis janvier 2024, un petit peu avant. Et là, je suis vraiment en mode partager sans filtre ce que je vis. Je parle plus des marques, je veux plus parler des marques ou même de ce qu'on fait concrètement. C'est vraiment plus partager sur l'expertise que je développe en termes de RH, en termes commercial. Je sais que les clients qui nous suivent, ils n'ont pas envie de suivre un Antoine qui parle uniquement de TikTok, etc. Ils Ouais. veulent aussi connaître l'humain qu'il y a derrière. Donc voilà, j'ai une stratégie qui est un peu plus, humaine, où voilà, je montre les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, les erreurs parfois. Et je me rends compte que ça crée pas mal de liens avec les gens, ce discours. Tu vois, je m'en fous d'optimiser le truc sur LinkedIn. Voilà. Je fais mon truc, mon pavé. Tu lis pas, je m'en fiche. Ouais. Mais au t'as moins, quand même des je belles me fais stats, plaisir. pour Ça un va, truc ouais. sans arrière-pensée, Ouais. c'est pas mal quand même. Ouais, ça va. Et je pense que c'est l'avenir aussi, c'est l'authenticité. Les Ouais. gens ne recherchent plus. Les gens recherchent du vrai, du Ouais. réel, de l'authentique. Et ça, Antoine le fait assez bien. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Ils s'en foutent, les gens, maintenant. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais moi, par exemple, sur le format RAW, Ouais. je sais que c'est Ouais, juste oui. que j'ai envie de dire des trucs, Ouais. j'ai pas le temps de le produire. Ouais. J'ai pas- je, suis, Ah bon. je suis dans mon business. Mais un il faut peu de que je travaille, il faut storytelling, que dis que je- c'est de il l'authenticité. faut que je- Mais oui, c'est de l'authenticité, Ouais. ça n'a rien à voir. Non, c'est juste que, Je suis proche de vous, la commu. c'est juste que j'ai pas forcément le temps de passer 2 heures à produire Ouais. du gros contenu. Ouais. Alors, je le fais sur des vidéos qui sont bien montées, etc. Mais faut vraiment être dans le raw et juste dire, et en vrai, ça écoute Mais et ça, ça marche. trop bien. Mais Ça ça marche marche super bien. trop bien. Sur Aux YouTube. États-Unis, ça cartonne. Ouais. Tu sais, les vidéos YouTube où le titre, il n'y a pas de majuscule, c'est juste une petite phrase. Ouais. La miniature, c'est juste un screen d'un moment de la vidéo où le mec, il est comme ça sur son bureau. Ouais, en train de Et en manger fait, son le mec, petit déj pendant avec les 20 yeux. minutes, Ouais. il te parle, il y a zéro cut, il n'y a rien. Et ça fait des centaines de milliers de vues. Ouais. Parce que les gens ont eu trop de flash dans les yeux, ils ont besoin de choses plus calmes, plus concrètes, Ouais. plus authentiques, plus humaines. C'est vrai que c'est ouf cette phase de YouTube où il y avait des vidéos de 15 minutes ultra cutées. Et Ouais. alors que maintenant on est sur du format long ou Ouais. même beaucoup moins de cuts. Hein, C'est MrBeast qui a ramené ça. c'est, Beaucoup. ouais. Ouais. Mais Trop ouais. fort. Mais moi, je suis très fan d'un mec qui s'appelle Daniel Dalen. Mais pour le coup, ce mec-là, tout le monde le copie en ce moment. Ouais, sans Et blague. l'autre jour, j'ai ouvert mon YouTube et j'avais tout le Trois monde qui faisait la même miniature avec POV. POV. Et tu te dis, putain, mais les gars, c'est juste saturer et copier le mec aux US, quoi. Mais il y a eu Iman Gadzhi que tout le Ouais. monde a copié. Là, il y a Daniel Dalen. Et il y en aura d'autres. Après, Et il y en aura d'autres. Après c'est des mecs qui ont dérivé vers son business de Casey Neistat, en vrai de vrai, mais... Ouais. Après, Daniel Dalen, là où les gens pensent que c'est facile, mais il a une vraie DA et il a une connaissance de la vidéo.
Et ça, les gens... C'est En vrai. fait, c'est tellement... En fait, je sais pas si tu connais Antoine. Non, je Daniel vais pas Dallen, c'est un mec, il dit, son format c'est POV, donc Point of View, et il documente son aventure entrepreneuriale, notamment en Chine, parce qu'il fait du business Ok. là-bas. Il parle très bien chinois, c'est assez impressionnant quand tu l'entends Ouais, parler. il parle allemand, anglais, chinois, bon, bref. C'est ouf, Trop c'est fort ouf. le mec. Et en fait, ces vidéos, il y a vraiment une DA particulière, ça fait très authentique, tu t'attaches vraiment au personnage, et tu te dis, bah c'est facile en fait, j'ai juste à me filmer, Ouais. et ça va le faire. Mm. Mais Ouais. le mec, tu vois qu'il se casse vraiment la tête sur sa prod, Ok. et c'est tellement bien fait que ça te paraît simple. Et du coup, Ouais. tout le monde le copie en Ok. mode ça paraît simple. Et moi, toutes les vidéos que je regarde de gens qui essayent de le copier, bah c'est pas ouf, Ouais, tu vois, ça, c'est le pas rendu est au pas là. niveau, enfin c'est Ouais. pas à son niveau en tout cas. Ouais. Ça marche moins bien, ouais. C'est vrai que t'as un petit Ouais. filtre un peu années 70, années 90, il y a un Vintage, mood, le ouais. gars il est vintage. Ouais. Mais il est trop fort. Ouais. Il ramène ça. vraiment un truc. Ça Je vais m'étonne checker qu'il- ça, les gars. je vais Ouais. checker ça. Et du coup, personal brand, c'est un truc important pour toi? Euh, je pense que t'en as, c'est vraiment important pour eux parce qu'ils ont besoin de se sentir, tu vois, Ouais. de faire des vues. Tu vois, il y a quand même les réseaux sociaux à la base, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai. Je sais pas si c'est. Si c'est d'un point de vue business, oui, tu vois, là, il n'y a pas de sujet. Hein, d'un point de vue business, c'est important. Je sais que les clients sont attachés à Slick et aussi à mon Ouais. image, aussi celle d'Adrien. On travaille tous, enfin, tous les deux, notre personal brand un peu de façon différente. Mais Là, vous avez bien géré ce truc-là parce que vous êtes vraiment à deux. ouais. Et quand je me suis dit, je vais faire venir Slick sur le podcast, je me suis pas dit l'un plus que l'autre. Ah ouais Il y a vraiment une espèce d'égalité Ouais. qui est assez marrante. C'est ça, c'est un peu le yin et le yang, tu vois, ça se Ouais. complète très bien. Right. Mais Rai. Ah, Jello, il va reprendre les posts LinkedIn après, tu vois, il va rush. Le yin et le yang avec mon associé. avec mon associé, on s'emboîte très bien, ça pourrait être interprété. Waouh. Faut pas trop abuser là-dessus. Pas miser sur ça. Mais voilà. Non, je sais pas si c'est un. Peut-être que. Non, En je tout vais cas, c'est important répondre. de partager ce que tu fais, quoi. Ouais, en vrai, je sais. Ouais. sais pas. Non mais moi je vais répondre à Réponds, sa place vas-y. parce que voilà, il s'en fout. Ok. Il s'en fout quand il le fait, c'est juste pour raconter des choses qui lui tiennent à cœur. Mais j'ai jamais entendu Antoine dire ah j'ai gagné tant d'abonnés. Ah oui, Tu c'est vois. vrai, ouais, voilà. Et ça c'est assez distinctif. Hein, je le saurais s'il courait après ça. Je peux répondre à la place d'Adrien maintenant pour Adrien, lui, sur son compte, qu'est-ce qu'il recherche. Vas-y. Recherche tes abonnés. Moi tous les jours c'est les gars, j'ai J'ai fait fait- 100 likes. J'ai fait 200 likes en toi, Les gars. plus de likes. Je suis exactement Voilà. comme toi, je refresh tous les jours, toutes les datas. Oh, Là, putain, les gars, vous êtes là, horribles. tu m'as mis dans une case que je ne suis pas du tout. Ouais, non, ouais, Je suis c'est- addict au Naughty. C'est vrai que j'aime bien refresh, j'aime beaucoup les nombres et les voir grandir, mais ça pose des fois quelques problèmes où ça me rend un peu stressé pour rien. C'est sur quoi ton des- record de likes sur LinkedIn? Parlons chiffres. Je sais même plus. Combien t'as de likes sur ton compte en banque? Sur mon compte en banque, j'ai pas beaucoup de likes pour le moment. Mais Non mais c'est- LinkedIn. LinkedIn, je sais pas, je pense que ça doit être 100, 200, quelque chose comme ça. Pas énorme. Ouais, C'est pas En énorme, vrai, ça. pour une C'est niche pas web flow, énorme. c'est T'as cool. pas honte, un mec addict de faire aussi peu de likes? Non. Mais LinkedIn, maintenant, je suis assez détaché. Au début, j'étais Ouais. très accro aux stats. Et c'est vrai que maintenant, je poste mais sans trop regarder. Moi, c'était sans sur regarder. TikTok. Ah ouais? Ah oui, TikTok. Oh là, ouais, en fait, TikTok, ouais, c'était oui. viral. Ouais. Et en fait, Ouais. les vidéos, tu les voyais prendre et là, tu Ouais. regardais 1000 vues. Ouais. T'actualisais C'est un 4 truc de minutes fou. plus tard, 5000 vues. Ouais, ça c'est Tac, vrai. et ça montait comme ça. Et t'avais le petit. Quand tu ouvres l'appli, ils sont très malins. Ils laissent un 99 petit plus. temps Ouais. avant de te faire apparaître ton nombre de notifs. Et donc, je me rappelle que j'ouvrais l'appli, j'attendais le truc, et dès qu'il y avait marqué plus 99, Ouais. ça me déclenchait un truc. Je me disais, Ah ouais putain, ma vidéo, elle a marché. Parce que souvent, en fait, je posais mon Ouais, téléphone, ouais, tac, je ouais. postais toujours le soir, j'allais manger, Ouais. et dans ma tête, tout le repas, je me disais, est-ce que la vidéo, elle a marché? Est-ce que la vidéo, elle a marché? Mais surtout que le 99 plus, des fois, il était pas vrai. Hein. Parce que moi, j'ai déjà eu des 99 plus et genre, t'avais Ouais, quelques notifs. bah, mais t'avais à pas l'époque, des il n'y trucs de ouf. avait pas autant de notifs. Donc, Ouais. c'était vraiment que du like ou du commentaire. Mm. Et je remontais et des fois, je voyais plus 50. Et là, je savais que j'avais flop. Ouais. Tu vois, parce que j'avais laissé 3 heures. Hein. Et des fois, je mets plus 99. Et là, ma question, c'était de savoir combien de vues j'ai fait. Ouais. Et là, j'allais voir et ça déclenchait des boosters de dopamine. Ouais. C'était incroyable. Ouais. C'est un peu malsain aussi, mais. Ouais, bon, après, ça te pousse à créer. Et Ouais, au final, ouais. on a monté une agence Non, grâce c'est à vrai, ça. ouais, donc- c'est- C'est du challenge en vrai, c'est. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Les gars, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça sur les sujets marketing. Enfin, pour moi, la théorie, c'est que dans une agence, il y a 3 piliers: marketing, sales et opérationnel. Mhm. Merci d'avoir partagé toutes ces Tu infos. peux rajouter RH. Si, Ouais. je suis pas encore, c'est pour ça.
Ouais. Ouais, mais c'est le Je- je- cœur je l'ai d'une pas encore agence. débloqué dans ma tête. C'est le cœur d'une C'est le agence. pire. C'est Non, le non. pire et le meilleur. Non, c'est le pire, le meilleur. Ouais, ouais. Pourquoi c'est pire? Bah, le pire parce que c'est de l'humain, C'est difficile, c'est pas c'est palpable, difficile. c'est C'est des complexe. émotions, c'est quelque chose qui est très difficile. Et le meilleur parce que c'est aussi le génie, c'est surtout dans nos métiers créatifs, c'est ça qui Ouais. fait la richesse. C'est pas quelque chose qui s'automatise, même avec l'IA. C'est ça qui fait l'aventure. Tu regardes l'aventure de quelqu'un qui a un solo business, etc., versus une boîte qui a 20 personnes. C'est pas la même aventure. Après, ça correspond à chacun. Forcément. ouais. Mais en tout cas, pour nous, ça fait vraiment la richesse de l'aventure. Et quand on se réveille le matin, qu'on sait qu'on va voir les collègues. Oh, les collègues. Qu'on va voir les équipes. Ah, alors, les collègues. Et qu'on va bosser sur des collaborateurs. appels d'offres, Faut tout dire ça. ça maintenant. Ouais, les collaborateurs, tout à Ouais. fait. Tu pourras rajouter le pilier. Ouais. Pilier RH. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est que Vous êtes combien, je vous, suis pas concerné. On est deux en prod, et puis après il y a Victor, mon associé, Ok. et un autre Victor en marketing. Donc ça fait 4 à vraiment bosser full time sur Meka. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore trop ce pilier Ouais. RH, parce que manager une personne, ça va. Ouais. Et puis mon associé, j'ai pas besoin de le manager. Ouais. Donc Tu vois, la première erreur que tu feras, c'est ta courbe de recrutement, ça fera. C'est au Ouais. début, on a toujours tendance. Tu sais pas, en fait. trop là, recruter. tu recrutes trop et ensuite tu stabilises. Enfin, il y a plein de phénomènes comme ça dont on se rend compte quand on avance. Très formateur. Ok, petite question de la fin, j'en ai 3. C'est quoi le truc par personne que vous deviez retenir de l'aventure Slick? Genre un événement, un petit truc que vous devez... Genre si demain tout s'arrête, tu Ouais. retiens que ça. Moi, en vrai, je dirais j'ai 2 trucs. Les premiers bureaux, parce que c'était quand même un accomplissement. Le Adrien, dans sa chambre de campagne, il aurait jamais pensé avoir des bureaux et une équipe. 3, j'en ai. Le million d'euros. Le Ouais. million d'euros, c'était vraiment un step. On avait Ouais. pété un champagne dans un coworking, Ouais. on avait fait nimp. Et les For You Awards. Parce Ouais. que faire une cérémonie de remise de prix au Théâtre du Châtelet et monter sur la scène devant 2000 personnes, Ça, c'était ouf, ouais. c'était un truc de ouf. Ouais, Donc 3 choses, j'ai triché. c'est des belles choses. Ça va. Moi, je dirais, pour continuer sur le côté un peu guerrier là, dont vous avez parlé, non, je dirais la persévérance et la résilience. On a Ok. quand même traversé des trucs assez fat. Genre, enfin, tu vois, des trucs où tu te réveilles le matin et tu sais que t'as pas assez le soir, enfin, pas le soir, mais la fin du mois pour payer tes gars. Tu vois, c'est des trucs quand même assez durs. Et je dirais que c'est vraiment ouais, quelque chose où t'apprends du coup à avoir une certaine sérénité et une confiance dans ce que tu fais pour traverser des phases qui sont très difficiles. Pas trop Et, montrer le stress aux équipes. Bah déjà c'est ça, et même toi Ouais. pas le ressentir, c'est pas une question de communication, c'est aussi toi ne pas l'avoir, tu vois. Et Ouais. maintenant on Mm. peut traverser des trucs tout aussi durs, mais juste cool, tu vois. Tu vois, avoir ce truc, enfin c'est vraiment assez particulier, mais il y a vraiment qu'en traversant ça que tu peux avoir cette sérénité qui te permet du coup de prendre les bonnes décisions. Parce que si tu es sous le stress et que par exemple tu vois, bah, tu te réveilles le matin, ce qui peut arriver à tous hein, pour les histoires de BFR, que t'as pas assez le soir parce que ton client machin t'as pas payé. Ouais. Bah, si t'es stressé, tu prends une décision de merde. Tu peux faire des trucs, tu peux lui virer tout le monde, je sais pas, tu peux faire des trucs de merde. Alors qu'en fait, si t'analyses, tu te poses, ah, il faut juste que ce client me paye. Il te paye, c'est bon. Mm. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. arrive à tous les niveaux. Ouais. Ok. Deuxième question, je crois que c'est la deuxième. Demain, il n'y a plus Slick. Mm. Genre, c'est pas ça s'arrête, c'est vraiment ça n'existe pas. Mais Ok. comme tu kiffes ce que tu fais, tu as envie de remonter à Ouais. peu près la même chose. Mm. Qu'est-ce que tu changes? Et qu'est-ce que tu refais? Qu'est-ce que tu refais pas? Ce que je refais, c'est que je me réassocie avec Antoine Let's go. et Mélane maintenant. Mélane. Et ce que je change, c'est je mets beaucoup plus la qualité de ce qu'on délivre au cœur. Enfin, vraiment, c'est le numéro 1 de mes focus, c'est la qualité. Parce que pour moi, quand tu es une agence, peu importe l'agence, ce qui fait ton succès, c'est la qualité de ce que tu délivres. Parce que si tu fais un bon taf, en fait, tu vas être recommandé, etc. Et ce que je changerais, ce serait, comme l'a dit Antoine, en fait, aujourd'hui, en ayant connu toutes les phases, on pourrait directement recruter les bonnes personnes au bon moment, etc. Et ça s'apprend que par... Ouais. En fait, ça par te l'expérience. permet d'enlever les phases du début. Bah, en fait, gros, ça nous tu- ferait tu- tu te structures dès gagner, le ça nous départ ferait pour enlever les phases du gagner, début. tu vois, les 3 ans, on les ferait en 1 an et demi. Là. Ok. Donc, ouais, ça changerait pas mal. Ouais. Moi, s'il n'y avait pas du tout Slick, et je vais même prendre l'action un peu différemment, mais si admettons qu'après mes études, tu vois, j'étais en alternance dans un cabinet de conseil, que j'avais continué là-bas et que on se retrouve là 2-3 ans après, je pense que
je continuerai de me connecter avec plein de personnes, comme la rencontre qu'on a eue avec Adrien par hasard. Et je continuerai de me connecter avec plein de personnes pour tester, de lancer des trucs. Avec Adrien ce week-end, on s'était appelé comme ça sur un coup de tête et on a eu une idée de business. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Tu vois. On s'est balancé une idée un peu sur un projet un peu blockchain, crypto, etc. Dating app. Rien à voir. Ouais, un truc qui a rien à voir. Et juste, on s'est pris au jeu. On savait de toute façon qu'on voilà, c'était le week-end. On a eu cette idée-là et c'était juste voilà pour ce plaisir de réfléchir à une idée et de retrouver un peu ces sensations du début. Et moi, je pense que j'essaierai d'avoir un peu ces idées avec plein de personnes. Et je pense que c'est ça de toute façon au début. En vrai, Slick avec Adrien, ça aurait pu ne pas fonctionner parce que j'étais pas la bonne personne, parce qu'il n'était pas la bonne personne, parce que le business model fonctionnait pas. Mais cette démarche qu'on a eue, c'est la démarche que tout le monde doit avoir. C'est essayer de lancer des choses solo avec des gens. Et puis de continuer jusqu'à ce qu'il y ait une idée qui fonctionne et qui permette de transformer sa vie. Ok, c'est cool. Est-ce que, dernière question, c'est quoi le truc qui vous inspire le plus au quotidien? Ça peut être une personne, un bouquin que vous lisez, que vous avez lu. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Ouais. Moi, c'est une pensée. C'est de me dire quel héritage je vais laisser, quel héritage, pas physique, pas une maison ou quoi, quel héritage je vais laisser à mes enfants, mes petits-enfants, ma future famille. Parce que moi, il faut savoir que ma famille vient d'un milieu très très pauvre. Et là, ce que je vis, c'est vraiment inespéré. La revanche. Pas une revanche, mais inespéré, tu vois. Si j'avais suivi le schéma classique, je serais même pas en train de parler ici. Donc c'est plutôt quelle histoire j'écris. Et je vois ça un peu comme une épopée, tu vois, où je pars de rien et je construis quelque chose de fou. Et j'ai envie que plus tard, les gens se disent, ok, il est parti vraiment du stade zéro et il a construit ça. Et le ça, c'est ce qui m'inspire parce que je dois l'écrire tous les jours. Et donc mon but, c'est que le ça que j'écris, il soit le plus haut et le plus inspirant. Voilà, c'est ça qui m'inspire. C'est vrai qu'on est assez aligné avec Adrien là-dessus parce que moi aussi j'ai un peu ce côté-là. Alors, même si mon père a fait des études, etc., si je remonte à mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, c'est niveau paysan, tu vois. Et j'aime bien me dire, justement, j'ai envie d'être un peu le point de départ de ma dynastie, de pouvoir créer quelque chose de grand, de pouvoir transmettre un héritage. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui... c'est un peu ce rêve que... ce point commun à travers l'histoire qu'ont eu beaucoup d'hommes qui ont voulu avoir de l'impact. Moi, je pense que c'est ce que je recherche, avoir de l'impact, construire quelque chose. Pour ça que même avec Slick, le Slick Empire, etc., c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et voilà, au final, d'avoir une bonne vie vertueuse. C'est marrant parce que j'entends de plus en plus de gens qui disent ça, justement, de vouloir faire des entreprises où c'est le point de départ de quelque chose, ou un business un peu familial, ou ce genre de truc. Ça, c'est quelque chose, vous le voyez comme ça aussi? Je pense que c'est important. Moi, je sais que demain, tu me fous dans une forêt, j'ai plus rien, je suis ultra heureux. Par contre, je sais aussi que le monde dans lequel on vit, je pense, ne va pas être le plus simple demain. Et je pense aussi que quand j'aurai des enfants, ce seront les choses les plus importantes à mes yeux. Donc, en partant de ce postulat-là, oui, j'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans la merde, même si ça les formerait. Et j'ai envie de créer les meilleures conditions. Et même actuellement, tu vois, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour mes amis, tu vois, c'est ça qui... Tu régaler tout le monde. Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, ok, si tu as un job normal, tu peux aider à droite à gauche, mais tu vas pas sauver des vies. Et je pense pas sauver personne, hein. Mais en tout cas, s'il y a besoin un jour, en tout cas, je me donne les moyens de pouvoir y répondre. Par l'entrepreneuriat, du coup. C'est un peu ce sentiment de faire ça pour quelque chose de plus grand. C'est vraiment cette quête de grandeur. C'est voilà, on traverse tout ça parce qu'on veut construire quelque chose et on le fait pour. Voilà. Je vois. Du coup, c'est la même chose qui t'inspire, toi? T'as pas de... Non, c'est vraiment cette franchement, c'est assez pensée-là similaire. Puis on en Ouais. discute pas mal avec Adrien. Donc c'est vrai qu'au final, nos opinions, elles viennent à converger sur Ouais. pas mal de sujets. C'est aussi ce qui fait que l'association est très saine. C'est qu'en termes de set de valeurs, franchement, je crois que quasiment toutes les valeurs, on les partage et on se reconnaît avec certaines sensibilités. Donc voilà. C'est cool. Les gars, merci d'être venus, c'était super cool. J'ai grave apprécié votre compagnie et vos réponses.
Sur quoi on peut vous suivre? Comment on peut vous suivre? Comment on peut vous contacter? LinkedIn d'Antoine. Le YouTube, LinkedIn le YouTube d'Adrien. Ouais, let's go. Je tournais ma vidéo hier. C'est vrai? Ouais, je vais la poster bientôt. C'est cool. Ok. Ouais, ça va être cool. Donc YouTube, moi et Antoine, LinkedIn, LinkedIn. Instagram aussi. Ah bah, les liens seront en description. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo. Et j'aime pas dire ça parce que ça fait trop youtubeur. Et je sais pas. Activez la cloche. Activez la cloche. Merci les Alex, gars. c'était cool.